Bienvenue à tous dans le DLZ numéro 7, votre podcast préféré de Massilia Zone. Je suis avec Ilian et Samy. On va aborder 5 sujets, dont parmi eux un sujet de débat. On va parler de Mason Greenwood, et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Massilia Zone, à nous mettre le pouce bleu, le like si ça vous plaît, et ça nous permet de mettre l'algorithme dans la poche. Comme je vous ai dit, 5 sujets, Nadir, les 8 matchs restants, évidemment on va décortiquer un peu le calendrier. On va parler aussi du programme des internationaux, la com de Roberto De Zerbi, qu'Ilian adore particulièrement par rapport à sa démagogie. Et ensuite, à la fin, le débat, on va finir, je ne sais pas si ça va être un débat, enfin si quand même, il y a matière à discuter, c'est est-ce que Greenwood sera remplaçant jusqu'à la fin de saison, donc pour profiter Ouais. à Bilal Nadir, tu spoil déjà, pour profiter à Bilal Nadir, celui dont on va parler tout de suite. Bilal Nadir, l'international marocain, qui fête sa première sélection d'ailleurs pendant cette trêve, qui a une valeur de 500 000, qui est encore très très brute, hein. C'est un genou, hein. Il a que 15 matchs cette année à l'Olympique de Marseille. L'année dernière, il en a même pas 9. Donc voilà, il coûte encore que 500 000 euros sur Transfermarkt. On l'a acheté à 150 000 à Nice. Ouais, c'est vrai, je te vois être étonné, Yann, mais c'est vrai que sa cote ne prend pas énormément pour l'instant. On va discuter un peu de pourquoi, voilà, on va parler de ses qualités, etc. On se rappelle qu'il s'était fait les ligaments croisés contre Rennes en Coupe de France. Mm. Voilà, c'était dommage parce qu'il commençait à prendre un peu du galon et je me souviens que c'était un peu un coup d'arrêt pour lui. Bref, je vais arrêter de parler. Je vais juste vous laisser la parole. 368 minutes pour ce petit Bilal Nadir qui grappille du temps de jeu, qui peut être dans la rotation de l'effectif. Samy, qu'est-ce que tu aimes chez Bilal Nadir? Moi, je sais que j'aime bien sa vista. Même si parfois il peut ralentir le jeu, j'aime bien comment il place son corps, comment il joue, comment il va s'orienter. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, comme toi, j'ai remarqué ce côté très élégant chez lui, très joueur à l'ancienne. Je sais pas si tu partages mon avis, mais moi, c'est ce que je vois chez lui. Ouais, un côté un peu joueur à l'ancienne, qui est marqué aussi par une forme de lenteur quand il a le ballon. Tu sens que c'est un peu le joueur à l'ancienne, un peu lent, mais sans que ça soit forcément une faiblesse. Mais moi, la qualité que je préfère plutôt chez lui, c'est la qualité sans ballon, surtout dans le système de deux arbitres. Parce que moi, j'estime que dans ce système-là, c'est les courses sans ballon qui vont amener le déséquilibre. Parce que quand tu joues face à des blocs bas, ça devient très rapidement du handball et on peut faire ça pendant 48 heures. Et quand tu as des joueurs qui sont proactifs sans ballon, comme l'est énormément, je trouve, Bilal Nadir, c'est-à-dire qu'il fait énormément de courses, que ce soit quand il fait la passe et que directement derrière il va proposer dans la course, ou bien sur des phases arrêtées, tu vas voir que très souvent ça fait partie des seuls joueurs à l'OM qui font ces fameuses courses du troisième homme ou des courses dans le dos. Parfois, tu le retrouves même en position d'attaquant très avancé, des courses axiales à la place du neuf, par exemple. Donc, c'est ça que j'aime parce qu'il t'amène une proactivité qui peut aider à ramener le déséquilibre dans le camp adverse. Et on sait que ça a été une difficulté qu'on a eu cette saison. Donc, moi, c'est ce que j'aime énormément chez lui. Nadir qui a 21 ans, on a oublié de le préciser, Iliane. Tu parlais des courses sans ballon, donc évidemment tu parlais des courses offensives, Samy, et effectivement c'est très intéressant ce que tu as relevé. En revanche, les courses défensives, peut-être qu'il y a un ou deux buts, de par sa jeunesse, peut-être son insouciance ou sa naïveté. Je ne sais plus quel but il nous coûte. Strasbourg. C'est Strasbourg? Ouais. Strasbourg. C'est le but donc de Emmanuel Emega où il ne suit absolument pas son joueur au milieu de terrain. Pas forcément une. Je pense que c'est une erreur de déconcentration. Ilian, est-ce que pour toi, déjà, comme je l'ai dit, il a 21 ans, c'est un joueur qui est très prometteur. Est-ce que pour toi, il a une marge de progression à la hauteur de l'Olympique de Marseille ou tu es plus mitigé là-dessus? Hmm, En vrai, c'est une question qui se pose, non, hein. il a quand même une marge de progression qui est suffisante aujourd'hui pour se faire une place dans l'effectif et pour doubler Mason Greenwood. L'exemple de l'action contre Strasbourg où je vois très bien où il est fautif en fait sur le but, c'est une action où Mason Greenwood aurait été à sa place, ça ne m'aurait pas étonné. C'est-à-dire que dans la même situation, j'aurais bien vu aussi l'OM concéder un but parce que le joueur n'a pas fait sa course. Donc c'est pas parce que ton titulaire le fait que le remplaçant doit le faire aussi, hein, mais c'est juste que je j'ai pas la même demande vis-à-vis du gamin de 21 ans qui sort du centre et d'un titulaire arrivé pour 30 millions d'euros. Hmm. Mais Ça, si je peux c'était te la... couper,
désolé Yann si je peux te couper, pas pour les mêmes raisons. Je pense que Greenwood ne fait pas la course parce qu'ils sont fous et Nadir ne fait pas la course parce qu'il est encore dans la découverte du haut niveau et qu'il est dans cette forme de passivité presque involontaire. Tout à fait. T'as raison de me compléter et c'est ce que je voulais dire. Enfin, je le pensais, mais je l'ai pas dit. Merci Samy, tu vois, on est complémentaires pour faire plus de vidéos ensemble. Du coup, c'est Mais l'ancienne équipe, là, ça sinon, fait quant à plaisir. ça. Ah oui, c'est l'ancienne team en plus. Quant à sa marge de progression, ta question, elle est bien tournée parce que finalement, moi je pense que là, pour cette saison, en plus, dans ce qui va t'apporter, Samy a parlé des courses, moi je pense aussi à la verticalité, au jeu qu'il peut avoir avec ses coéquipiers. Il a sa place. Et c'est d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on le met titulaire au Parc des Princes. Il a sa place. Moi, j'aurais adoré le voir dans une association derrière Guéry avec Amin Harit, par exemple. C'est un garçon qui a aussi une marge de progression au niveau technique, au niveau de ses choix. Il peut encore s'améliorer dans l'avant-dernier geste. On l'a vu dimanche au Parc. Maintenant, l'avertissement que je veux faire à mes amis supporters marseillais, à ne pas trop vite starifier un joueur qui, à titre de comparaison, quand on va prendre Monaco, quand on va prendre Lyon, ont des mecs comme Akliouche, comme Ben Seguir, comme Cherki, et il faut bien se dire qu'on n'a pas un garçon de ce registre-là. Ça veut dire que Bilal Nadir, pour moi, il peut à terme s'inscrire dans une espèce de rotation d'un effectif où tu auras des stars, tu auras des joueurs de qualité et il pourra venir le compléter, ajouter sa touche. Mais il ne sera jamais ton joueur d'impact, ton joueur tranchant sur lequel tu feras reposer tes transitions offensives. Et aujourd'hui, il est titulaire, mais il est titulaire parce que ton mec à 30 millions que je citais tout à l'heure est complètement à côté de ses pompes depuis 2 mois. Mais dans aucun monde, Bilal Nadir à l'OM ne doit être titulaire. Et pour moi, s'il l'est demain, c'est que soit il m'aura largement surpris et qu'il avait le talent que je n'aurais pas imaginé et que je citais des autres joueurs, soit c'est qu'il y a une défaillance offensive. Bah, C'est vrai que moi, j'aime bien l'analogie que tu fais avec Akliouche et Ben Seguir, c'est dans le sens où ces deux joueurs-là, on peut même rajouter Cherki, à court moyen terme, tu les vois dans des top clubs européens. Alors après, top club, il y a top club et il y a top club, mais on voit un peu le délire. Alors que Bilal Nadir, malgré tout le bien qu'on peut dire de lui, pour l'instant, c'est quand même pas encore un joueur qui a le côté crack, crève l'écran, comme peuvent l'avoir les trois joueurs qu'on a cités. Ou même si on veut rester à l'OM, on peut citer Samir Nasri ou dans une moindre mesure Bouba Kamara à ses débuts. C'est des joueurs qui crevaient l'écran dès le début. Là, Nadir, on est encore dans un truc où on ne sait pas si c'est un joueur qui fera tout simplement une belle carrière en Ligue 1, voire même dans d'autres championnats, mais dans des clubs un peu intermédiaires, ou si c'est un joueur qui peut d'abord s'imposer dans un bon OM, un OM de Ligue des Champions, puis après derrière aller voir des top clubs européens. Moi, je ne sais pas trop encore comment le situer, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on n'est pas, comme l'a très bien dit Iliane, on n'est pas sur du Cherki, sur du Akliouche, sur du Ben Seguir. sur le Maxime Lopez au mètre, vous le mettez à combien sur 10? Voilà, honnêtement, je l'avais pas, mais tu as trouvé la très bonne comparaison. Voilà. Il est un peu dans ces eaux-là. Il est un peu dans ces eaux-là. Peut-être avec un peu plus de promesses pour Bilal Nadir, je trouve. Je sais pas si vous partagez mon avis. C'est déjà pas mal. Parce que Maxime Lopez, tu avais quand même, enfin, au tout début, hein, on parlait du Barça, Ouais, mais on c'était parlait pour le coup quand de il avait top 16 ans en club, hein. plus. C'était plus quand il avait 16 ans. Ensuite, il a quand même stagné. Euh, Là, je Il avait dirais. plus ce Après, profil crack, moi, je trouve. En plus, ce qui est marrant dans cette comparaison, c'est que on a eu Lopez sous De Zerbi et on a Nadir sous De Zerbi. C'est pas du tout le même profil. On parle évidemment en marge de progression. Mais en tout cas, Nadir, à mon avis, dans 5 ans, il est pas au Paris FC. Après, c'est des trajectoires, oui. évidemment. Oui, oui, Ah ouais. oui, non mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, ouais. En vrai, t'as raison. Dans 5 ans, Nadir, tu peux facilement te projeter s'il fait les bons choix sur, je sais pas, un bon club de Liga, par exemple, un Villarreal ou un Athletic Bilbao. Je suis Ou mort. s'il crève l'écran et qu'il fait des choses qu'on n'attendait pas, même viser plus haut. Mais moi, c'est un peu dans ces eaux-là que je le vois, si vraiment il performe. Ok. Est-ce que selon vous, il doit prendre un peu de masse musculaire? Indéniablement, ouais. Ouais. Ouais, tu le vois qu'il est encore un peu tendre. Tu vois que dans les duels, parfois, tu as l'impression que même sans être pressé, sans être bougé par le joueur adverse, tu as l'impression que juste sur sa conduite de balle, il perd un peu l'équilibre. Tu as l'impression qu'il n'est pas très sûr de ses courses avec Ok. ballon. Après, je pense il est encore un peu dans la découverte, comme je l'ai dit tout à l'heure, du haut niveau Ouais. et qu'il est encore un peu tendre. Mais je pense que, comme tu l'as dit, la masse musculaire, ça joue énormément. Ouais. Ok.
que tu vois, déjà à ce niveau-là, entre l'avant blessure et l'après, tu as quand même eu une grosse diff, hein. Moi, je l'ai senti C'est clair. quand, Là, quand il est il me revenu, il surprend. était quand même. Il est capable de prendre des gens de vitesse, enfin des joueurs de vitesse. Il m'a surpris, hein, c'est ce que tu dis, Ilian. Ouais, il est capable de s'imposer et tout. Moi, je pense plus que c'est vraiment, comme tu l'as dit, Samy, l'adaptation au niveau. C'est-à-dire le fait d'enchaîner des matchs, euh, de jouer des duels importants. C'est plus à ce niveau-là que sa masse musculaire en elle-même, parce que je pense que l'après-blessure lui a fait du bien. À la période de reprise, en tout cas, il a nettement évolué à ce niveau-là. En tout cas, On Il faut pas, parlait faut pas Gattuso. oublier on parle de la blessure qui s'est fait la saison dernière contre Rennes, mais il faut pas ouais. oublier non plus que sous Tudor, il s'était déjà fait la même blessure. Ah ouais? Je crois que c'était un match de la réserve de l'OM. C'est la même blessure. Si je dis pas de bêtises, je sais plus Attends, si je vais aller c'était au voir. même genou ou si c'était l'autre genou. Mais en tout cas, c'est une blessure qu'il a eu 2 fois. Mais juste, Ah je sais ouais, pas si c'est au même genou ou si c'est un autre genou. ok. Et ben en tout cas, bah, Nadir, on a un peu fait le tour. En ce qui concerne ce joueur, bah, je vais finir par parler un peu de ce qu'il avait dit. Il avait été interviewé le mois dernier par Foot Mercato. Il disait, quand je rentre en jeu, je ne me pose plus de questions. Je me dis que si je suis là, c'est que j'ai quelque chose à apporter à l'équipe. Donc dans le volet confiance, il commence à en prendre pas mal. Je me souviens, j'avais été marqué par son interview après Lens-OM, la victoire. Je trouvais qu'il avait pris vraiment en maturité parce il est arrivé très très jeune chez nous, donc finalement on l'a un peu vu évoluer. Et De Zerbi était vraiment très très enfin, loué ses performances et son comportement. Voilà, il disait j'aime son comportement, j'aime tout chez lui. Contre Strasbourg, donc le match dont on a parlé, il n'était pas réellement à son poste, il ressemble plus à Rabiot. Voilà, c'est pour ça qu'il est mis dans ce système de 3-4-3 de Roberto De Zerbi. Et c'est vrai que contre Paris, bah, je l'ai pas trouvé si ignoble. Donc voilà, franchement, je demande à Nadir, je veux revoir, je veux en voir plus d'ailleurs. Et j'aimerais le voir l'année prochaine aussi, peut-être dans la rotation de l'Olympique de Marseille, pourquoi pas. Ouais, plus dans une rotation quand Ouais, même que. En On fait, est d'accord. moi, je pense que tout dépendra vraiment de tes ambitions et de comment tu vas construire ton effectif cet été. Si tu fais revenir encore comme on l'a eu, même plus, comme on l'a eu l'été dernier, encore un ou deux ou trois cadors au milieu de terrain ou même offensivement, ça va quand même être compliqué de se faire une place. hmm, Mais c'est là où c'est là qu'on verra la confiance que lui accorde le club. C'est-à-dire que si au même poste, le club fait venir pas moi, un cador de 28-29 ans, c'est un peu dire à Nadir qu'on compte plus sur toi. Mais s'ils lui font confiance et que justement il lui laisse sa place dans la rotation comme vous le dites, hmm. franchement, je sais pas. Moi, je suis curieux de voir comment on va approcher les choses avec lui, cet été. Voilà pour Et à côté de ça, pour Nadir. finir Vas-y, Eliane, sur finis. Nadir, on Je t'en prie. avait quand même au début, quand tu as construit ton effectif, tu partais plutôt sur Valentin Carboni pour faire ce qu'il fait aujourd'hui. C'est-à-dire cette espèce de C'était gaucher Carbone. milieu offensif qui était censé te. Voilà, c'est un nom qui aujourd'hui nous paraît tellement loin parce Je suis tellement que triste. voilà, le pauvre il s'est blessé. Mais Hmm. c'est un dossier en plus qui avait pris du temps, hein, Ouais. où De Zerbi s'était acharné dessus. On voulait Mais absolument réaliser je ce pense qu'on montage va le avec l'Inter. revoir. On va le revoir. Donc, ouais, mais justement, si tu le revois, ça veut dire quand même que tu grilles nettement la place de Bilal Nadir. Et lui qui aspire à jouer, puisqu'il a quand même 21 ans, c'est l'année même de ses 22 ans, 2003, comme moi, et ben pourtant je vote plus, et bien il devra Ces trois sûrement chercher un parenthèses. autre point de chute. Merci Liane, merci pour toutes ces précisions. Tu nous as même raconté ta vie à la fin et c'était incroyable. Moi j'ai kiffé. Les gars, j'aimerais que vous ayez tous le calendrier devant les yeux, si c'est possible, parce qu'on va parler des 8 matchs restants. Allez, On vient de boucler la 26e journée contre le PSG. Samy, c'est bon. Iliane, c'est bon. Vous avez tous votre Ouais. manuel ouvert je à le la mets, page je 26. l'ai. Donc, J'ai du j'aimerais Reims que Toulouse. là, au coup d'œil, est-ce que vous pensez, en tout cas, combien, c'est plus ça, combien est-ce que vous pensez qu'on va prendre de points et donc quel est l'objectif, si ce n'est enfin, c'est évidemment la Ligue des Champions, est-ce qu'elle va nous échapper et qu'est-ce que vous attendez? Je vais commencer par mon pronostic. Contre Reims à l'extérieur, je vois évidemment une victoire parce que Reims c'est quand même compliqué. Toulouse à domicile, on compte quand même sur une victoire. Monaco, je pense à une victoire aussi. Montpellier, c'est sans équivoque. Voilà, j'aimerais qu'on fasse la passe de 5 jusqu'à Brest. Ensuite, Lille-Marseille, je nous vois perdre. Le Havre-Marseille, Non, Marseille-Rennes.
Je nous vois quand même gagner. Bon, je suis très très Tu gagnes optimiste. toujours le dernier match. Je suis quand même Ouais. très très optimiste. Peut-être que le Havre Marseille, le Havre qui est une équipe qui est pleine d'orgueil, qui a fait des bonnes recrues cet hiver et qui est capable de gêner même Lyon qui joue bien en ce moment. Je pense que peut-être que sur le Lille-Marseille et le Havre Marseille, donc ce double déplacement, peut-être qu'on peut avoir du mal. Mais du coup, je nous vois prendre 3, 6, 9, 12, 15, allez, 18 points. 24, hein, toi, ça On va. fait le plein. Les gars, est-ce que vous êtes Euh, optimistes parce on a des matchs, on a deux matchs compliqués, c'est AS Monaco-Marseille et Lille-Marseille. Le reste, c'est abordable. et, et je vais te dire, pour moi, ce ne seront même pas là les surprises, à mon humble avis. Ah ouais? Parce que tu fais un nul à Monaco, c'est pas déconnant. Et idem à Lille. Pour moi, tu vas te faire peur, parce que sinon, t'es pas l'OM, C'est pas c'est pas drôle ça. drôle. Qu'est-ce qui va nous Et sortir de son chapeau, Ilian, là? Vas-y, j'ai hâte. non, mais déjà, je suis pas aussi confiant que toi sur le retour de trêve. Un déplacement C'est à. vrai C'est qu'on quoi? C'est est, Auguste Delaune. ouais, on est bon pour relancer Franchement, les équipes. sincèrement, je suis pas aussi confiant que toi. Je nous vois très bien un 29 mars, là, comme ça, un samedi après-midi à 17h, jouer avant tout le monde et relancer ceux qui sont derrière Je nous. crois que c'est juste parce que c'est pas programmé ici. Non, 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 si, non, c'est Ah, 17h. c'est programmé. 19, Ah, donc on est sous Beansport. Sous Beansport, on performe, hein. ouais. Non, mais attends, moi je la joue pas tout ça. Non, mais en fait, si tu veux, c'est vraiment pour te dire que La gueule des le, experts. Ouais, le sous retour de Beansport, on trêve, gagne. moi en fait, je suis vraiment pas aussi serein. Sur les grosses affiches, j'ai pas de soucis. Et pour moi, on va laisser des points, mais Et des plumes. voilà, Reims, Brest, Le Havre. Rennes, tu gagnes parce que c'est ton dernier match de la saison, et voilà. Et Lilian Brassier et tout ça. Mais franchement, Reims, Il aura un Brest, hommage, Le Havre, Lilian c'est Brassier. des trucs. Pour moi, tu perds des plumes. Ok, donc, donc même avec ce pessimisme-là, on va en Ligue des Champions? Tu vas en Ligue des Champions parce que la dernière journée est folle. Et surtout, en fait, moi, je regardais surtout les calendriers des autres parce que tu as le nôtre. Quand tu vois que Lyon, ils se font Lille, Monaco et Nice, il me semble, que Monaco et Lille s'affrontent. Enfin, en fait, ils vont aussi tous Monaco et se Nice tirer dans les s'affrontent, ouais, pattes. à la prochaine journée. C'est En fait, très ils intéressant. vont tous s'affronter. Mm. Donc, ouais, voilà, Monaco et Nice, t'as Monaco-Lyon, t'as Lens-Monaco, Lille, ils jouent aussi Lyon, il me semble. Donc, en fait, tu vois, t'as quand même. Tu vois, Lille, sur les 2 prochaines journées, ils jouent Lens et Lyon. Donc, ça va se tirer dans les pattes. Mm. Donc, c'est juste que pour moi, voilà, ce sera pas la fin de saison idyllique qu'on imaginait, mais tu vas logiquement te qualifier avec des champions. Et puis, c'est les 4 premières places qui sont qualificatives. Donc, Mm. Qu'est-ce que Samy. j'ai envie de t'entendre, Samy? J'ai envie de savoir où Non, tu moi, nous vois buter. je suis assez serein depuis quelques temps maintenant pour la Ligue des Champions et même pour la deuxième place. Même avec Lyon Mais en derrière qui fait, arrive. 45 points quand même, Lyon, oui, même c'est tout. avec Lyon, je trouve que leur calendrier n'est pas si favorable que ça. Il y a énormément de doubles confrontations même entre les autres concurrents. Mais je trouve que là, la séquence dans laquelle on va rentrer après la trêve, elle ressemble beaucoup à la séquence qu'on a abordée avant de jouer les fameux matchs abordables qu'on a tous un peu cramés contre OCR, Nantes, Lens, etc. Euh, Parce qu'on s'était dit, si on gagne ces matchs abordables, on peut aller à Paris en se disant on prévoit 0 points, c'est pas très grave, Mm. c'est un joker. Là, tu joues contre Reims et Toulouse. On va pas se mentir, c'est plutôt un cadeau. Même si Toulouse, j'aime bien ce qu'ils font ces derniers temps. Je crois que c'est 3 victoires d'affilée. Mais bref, c'est plutôt favorable Reims et Toulouse. Et si tu fais 6 sur 6 contre Reims et Toulouse, en sachant que tu as un Monaco-Nice, donc dans tous les cas, après Toulouse, si tu fais 6 sur 6, tu auras un des deux entre Nice et Monaco sur lequel tu auras un matelas de 5 points. Mm. Tu peux arriver à Monaco comme tu aurais pu arriver à Paris en te disant finalement, si je Exactement. perds ce soir, c'est pas très grave. Mais pour moi, ça doit déjà passer par un 6 sur 6 contre Reims et Toulouse pour voir Monaco comme un joker. Et je trouve que quand tu arrives à Monaco et que tu te dis c'est un joker, c'est quand même t'es pas mal placé au classement. Et puis surtout, moi, le match de Paris me rassure sur le fait que l'OM est le principal leader de la deuxième place. Je parle de la deuxième place comme un championnat, parce que la première place est hors de course. Pour moi, ce qu'on a fait à Paris, les intentions qu'on a eues à Paris, je trouve que tous nos autres concurrents, quand ils ont joué contre Paris, ils avaient plus ou moins les mêmes intentions, mais pas de la même manière. Lyon,
c'est énormément braqué en première mi-temps. Ils sont revenus en deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'ambition et ça a même failli payer parce que à la fin, il y a 3-2. Lille, au match aller, avait joué comme ça de la même manière seulement en deuxième mi-temps. L'OM est venu avec des intentions à Paris sur toute la durée du match. On a gardé voilà, nos intentions en intention. On n'a pas, même face à leur pressing, on a continué à jouer de derrière. En début de match, on les a énormément pressés. Donc je trouve que sur la durée, on a montré qu'on est quand même l'équipe sur le podium qui a le plus de qualité et qui ressemble le plus à un dauphin du Paris Saint-Germain. Et je trouve que du côté de Nice, Monaco ou même Lyon, il y a moins ce côté certitude, il y a moins ce côté protagoniste que l'OM a dans l'approche des matchs. Donc pour moi, ce match contre Paris m'a énormément rassuré sur le contexte de la deuxième place. Ok. Ian, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mais il a tout dit J'ai et j'ai adoré ton j'espère passage, que le. Samy. Mais après, enfin, moi je suis d'accord avec toi, Eliane, hein, généralement, les dernières journées, tu gères, surtout quand tu sais que tu as un peu le couteau sous la gorge. Rennes, Rennes au Vélodrome, c'est une fête. Enfin voilà, c'est une fête, c'est le dernier match de la saison. Ouais, Tu peux dire que c'est 3 points. Juste avant, tu joues Le Havre. Tu vois, par exemple, Le Havre, à ce moment-là, tu as une mission de survie. Sûrement, il sera encore dans la course au maintien. À la limite, ouais, je sais pas, mais non, mais euh, sur une victoire Lille, rebelle contre Rennes. historiquement, je trouve que Lille, tu te casses souvent la gueule là-bas. Ce que tu dors, c'est le match après Lens, où tu dis définitivement adieu à la deuxième place. Ça, c'est un match un peu compliqué. Ok, bah les gars, on en Bien a à fini. Lille, et la qualif en Ligue des Champions avec nous sur la dernière journée. T'as dit quoi? J'ai dit, je vois bien Habib fêter la qualif en Ligue des Champions avec nous sur la dernière En mode journée. Djibril Cissé? Ouais, plus plutôt Lille que Brassier. Mais Mais on est d'accord que, enfin, je sais pas, est-ce que vous pensez aussi que la deuxième place, on ne sait pas, mais le podium, on est au moins sûr qu'on y sera. bah, Aucun de vous deux j'espère. nous voit cinquième à la fin de la saison quand même. Tout peut se passer avec cette équipe, j'ai Aucun. l'impression. Vous avez aucune pression? Non, non, non. Bah Tu te écoutez, vois cinquième à la 30e journée? non, 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 mais j'ai pas envie d'y croire, mais évidemment, tout peut se Oui, non, passer, t'as pas hein. envie de croire, mais parce que pour moi, C'est c'est même pas. inenvisageable. En fait, Ça- c'est ça. Et pour moi, c'est inenvisageable aussi du fait de nos concurrents Ouais, de leur qui calendrier, celui de réussiront, Lyon si on est fait choquant. mal les choses, à faire pire que nous. C'est-à-dire que même si nous, on échoue et qu'on finit quatrième, nous va quand même finir devant soit un Monaco, soit un Nice, soit un Lille qui aura réussi à se casser la gueule. C'est même pas du fait de nos performances que je te dis ça, c'est vraiment qu'ils réussiront à perdre des points comme ils l'ont fait ce week-end alors qu'ils savaient pertinemment qu'on perdrait contre Paris et les semaines d'avant. Mm. Donc on est tous un peu en train de glisser. C'est vrai qu'on profite un Après, peu par du rapport à fait ce que tu as dit que tout à l'heure, nos adversaires... Pardon Samy, je rajoute juste, par rapport au fait que nos adversaires sont très bancals, c'est vrai que c'est un avantage. Vas-y Samy, je t'en prie. mais par rapport au calcul que tu faisais tout à l'heure, Tino, je pense qu'effectivement, il faudra quand même 5 victoires en 8 matchs. Parce que le seul repère qu'on a, c'est la saison dernière, parce que c'est la seule saison où il y a eu 34 matchs et 18 équipes. Le deuxième, Monaco, avait fini à 67 points. Hmm. Donc là, tu es à 49. Si t'en prends encore 15, ça fera 64. Donc 15, c'est 5 matchs. 64, tu es dans les clous. Hmm. Donc, si Ah tu oui. veux être deuxième, il faut indéniablement 5 victoires. Voire plus, hein, mais 5 victoires de manière sûre. Donc objectif 5 victoires sur 8. Pour moi, l'objectif, c'est 5 victoires, ouais, pour arriver à 64 points, qui serait pour moi ouais, être dans les clous de la deuxième place de la saison dernière, qui s'est finie à 67. Et 5 victoires quant à Toulouse, Reims, Le Havre. On peut même rajouter Rennes à la dernière journée, je t'en ai déjà cité 4. Hmm. Il te reste 4 matchs. Si dans les 4 matchs restants, t'as pas une victoire, ça serait quand même assez surprenant. C'est pour ça que je dis que la deuxième place, moi, je suis assez serein. T'as oublié le plus important, Montpellier. Ça te fait 5. Ah oui, bah, tu vois, on en rigole, mais il y a Montpellier qui est une victoire assez évidente. Enfin, on va quand même respecter l'adversaire. Mais tu vois, là, facilement, quand on réfléchit 2 minutes, on arrive à trouver 5 victoires évidentes sur le papier. Donc ça montre que tu es quand même plutôt en bonne position pour aller chercher les fameux 15 points. C'est vrai qu'on a un calendrier plutôt qui a une bonne tête, on va dire. Mais jusqu'ici, qui a une bonne tête, parce que sur le terrain, c'est vrai que ça peut être différent.
Concernant les internationaux, voilà, c'est une partie qu'on a choisie. Ça nous plaisait d'en parler un peu parce qu'on a pas mal d'internationaux quand même. On a parlé de trêve, etc. Avec Enzo, on avait dit que la trêve allait faire du bien, mais on a pas mal de joueurs. Højbjerg n'y est pas allé, mais alors je vais vous le dire, on a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 internationaux quand même, dont pas mal de titulaires. On va parler un peu de ce que vous attendez de ces joueurs Enfin, vous attendez rien, à mon avis, en tant que supporter de l'OM, mais voilà, à quoi vont servir ces trêves internationales pour les Français. On va évidemment... Enfin, les internationaux, du coup. On va parler, j'ai dit français parce que j'avais parlé direct d'Adrien Rabiot, qui a une double confrontation pardon, contre la Croatie. Jeudi 20 mars et dimanche 23 mars, Adrien Rabiot, on sait qu'en sélection, c'est limite une bouffée d'air pour lui et je suis content de savoir qu'il va là-bas. Je sais pas pour vous, mais Ah, quand je le vois aller en bleu, ça ouais. me rassure. Moins pour Quentin Merlin, qui est sélectionné aussi. Ouais, ouais, je me rappelle en début de saison, quand il était un peu, qu'il essayait un peu de se retaper physiquement à l'OM et Mm. que ses premiers matchs étaient un peu en dents de scie, le fait d'aller en sélection lui avait permis de revenir beaucoup plus fort chez nous, vu qu'il avait mis 2 buts contre l'Italie, je crois, 2 buts de la tête. Mm. Donc ouais, moi j'acquiesce totalement quand tu dis que c'est une bouffée d'air frais, parce que surtout là, avec ce qui vient de se passer au dernier match, je pense que c'est le meilleur moment pour lui de déconnecter un peu. Il a eu énormément de responsabilités à l'OM ces derniers mois, et c'est légitime d'ailleurs, et c'est mis en relief par cette fameuse stat, hein. À Rabiot, on est sur 18 titularisations d'affilée à ce jour, c'est énorme. Mm. Donc ouais, c'est une bouffée d'air frais qui arrive à point nommé pour lui. Yann, est-ce Ouais, que ça te fait, surtout après. ça te provoque euh, quelque chose? euh, ouais, bon, après, ça va pas non plus me provoquer quelque chose, mais Mm. je suis content pour lui, surtout après ce qui s'est passé dimanche, les sorties de sa mère. Même, en plus, quand tu vois que même tes coéquipiers en équipe de France, je pense à Koundé, qui prennent ouvertement sa défense et tout, voilà, tu sais que tu arrives dans un groupe qui s'ouvre à toi, qui va te soutenir. C'est une bouffée d'air frais, comme tu l'as très bien dit. Ce sera une bouffée d'air frais sur le terrain. Et puis il reviendra plus fort que jamais pour les 8 derniers matchs. De toute façon, c'est pas sur lui que j'ai des doutes pour les 8 derniers matchs, hein, honnêtement. Donc que cette trêve lui fasse du bien et qu'il revienne parce que ce qui compte plus quand même à mes yeux, ça reste l'OM. Moi, je suis content de voir certains joueurs en sélection parce que je me dis qu'au lieu de faire une trêve où vraiment tu fais que t'entraîner, et bah tu continues, tu gardes ce mindset un peu compétition. Je pense à Amine Tu Gouiri, penses à qui? justement, Ouais. qui fait les éliminatoires de la Coupe du Monde avec l'Algérie. Je pense à Balerdi et Rouli, qui sont avec leur sélection, qui vont pas avoir le temps de décrocher non plus. Kondogbia, c'est un peu la même chose, et aussi Bilal Nadir qui va découvrir un nouveau monde. Mais moi, j'aimerais qu'on s'attarde vite fait sur Gouiri, qui a encore marqué contre le PSG. On n'en a pas encore parlé aujourd'hui, on n'en a même pas fait un sujet, mais ça va être l'occasion ici d'en parler un peu. Voilà, savoir Gouiri en sélection algérienne, Oh là là. la sélection algérienne d'ailleurs, qui devient de plus en plus relevée. Voilà, Gouiri peut s'installer et j'espère va prendre confiance encore plus dans cette sélection algérienne. Je sais pas, bah, Samy, toi, du coup, tu es binational. Je sais pas si tu es un binational comme Amine. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me Ouais, dire? ouais, oui, oui, C'est sur Gouiri, Gouiri? c'est un joueur qui est arrivé très récemment quand même en équipe nationale. Il est arrivé en fin 2023 ou à l'été 2023, je crois, et qui a déjà mis quelques beaux buts, dans un but qui à domicile, qui ressemble énormément au beau but qu'il avait mis contre Saint-Étienne en lucarne. C'est un joueur qui essaye de faire sa place. Il y a clairement une place à prendre en équipe nationale, tant sur le côté gauche où Belaïli est de plus en plus, même s'il est très talentueux, il est de plus en plus vieillissant et vient à peine de revenir en sélection. Il n'était pas appelé dernièrement, donc il y a une place à prendre sur le côté gauche. Et il y a aussi une place à prendre à la pointe de l'attaque surtout, parce que la pointe est orpheline aujourd'hui de ces deux titulaires et légendes de la sélection, à savoir Slimani et Bounedjah, qui eux aussi sont assez âgés. Donc il y a clairement aujourd'hui une demande à ce poste-là. Et Guri fait clairement partie, surtout avec ses dernières performances avec l'OM, fait clairement partie des principaux prétendants. Donc voilà, à ces deux postes-là, il y a de la place à prendre et il y a énormément de concurrence. Mais moi, je le vois vraiment très très bien positionné
en sélection et ça va devenir, j'en doute pas, un homme fort de la sélection très prochainement. Bah écoute, on espère pour lui, on espère pour tous les supporters algériens. Ilian, tu étais surpris, tu es monté dans un train et je parle du train du Guiri Train. Est-ce que tu peux nous dire? Ouais, 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 bien sûr, et puis j'adore faire l'histoire. Euh, Pourquoi est-ce que je n'étais pas initialement dans le train? C'est parce que je ne comprenais pas le transfert, c'est-à-dire le prix, texte vis-à-vis du joueur après qu'on ait fait Wai et qu'on savait que c'était quelqu'un qu'on voyait comme irrégulier, quelqu'un qui n'avait pas réussi quand ça se corsait, notamment à Nice, quelqu'un sur qui tu pouvais pas forcément compter. Et tous ces doutes, il les a balayés. Il les a balayés, qui plus est, non pas dans un club de milieu de tableau, mais dans le plus grand club français. Il les a balayés en un mois et demi. Donc forcément, je suis obligé de revoir ma copie à son égard. Donc je suis complètement monté dans le train. Là, Samy, j'apprends en même temps, hein. Samy m'apprend qu'il vient de, que c'est encore tout jeune en fait ces sélections, que c'était pas un joueur qui était ancré dans la sélection algérienne et il allait toujours dans les rassemblements. Donc forcément pour lui, bah, C'est c'est- c'est ça les va francs, de, c'est la franc en fait. ah bah ça va de confirmation en confirmation pour lui, ça veut dire. Après avoir été élu joueur du mois de février, là tu t'inscris dans ta sélection. Il y a une CAN qui arrive, donc sûrement qu'il a une place à jouer et je connais pas très bien la sélection algérienne, mais on va se baser sur les dires de Samy qui est un expert en la matière et sûrement que il a une place du titulaire à aller chercher, donc ça va aussi en ce sens-là pour lui. Et il y a une Coupe du Monde aussi, donc tout va dans le bon sens, ça ne peut être que bénéfique pour nous. Et écoute, moi je suis séduit, qu'il prenne du plaisir parce qu'il nous en donne. Et je pense qu'il ne peut faire que ça, parce qu'aujourd'hui il est accompagné de Pitre devant, notamment notre numéro 10. Et ça lui empêche pas de bonifier des ballons, ça lui empêche pas de mettre des buts, ça lui empêche pas de se satisfaire du peu qu'il a. Donc s'il peut avoir plus en sélection, bah qu'il continue. Écoute, moi je suis complètement séduit par Amine Gouiri. Pour fermer cette marche des internationaux, on va citer quelqu'un qu'on a déjà cité en début d'émission, c'est Bilal Nadir. Voilà, Bilal Nadir qui honore sa première sélection, en tout cas dans le groupe de Walid Regragui pour Niger-Maroc et Maroc-Tanzanie. Donc, ce ne sont pas deux chocs, mais le fait pour un jeune joueur, tu l'as dit et tu as utilisé l'expression, on va de confirmation en confirmation. Je pense que quand tu es un jeune joueur et que tu arrives dans ta sélection, c'est Nadir. Nadir va éprouver ça, va éprouver, ok, je suis en train de cocher certaines cases. En ce moment, ça va bien, donc je pense que ça peut lui donner de la confiance. Et je suis très heureux de le voir dans un effectif où il y a beaucoup de talent et je pense qu'il a beaucoup à apprendre de certains joueurs qui se trouvent en sélection marocaine aussi. Quatrième et avant-dernier sujet qui va bien plaire à notre ami Ilian, à ma droite, c'est la communication de Roberto De Zerbi. On va passer très rapidement sur le sujet, pas ce sujet-là, mais un sujet qui vient de tomber. C'est que apparemment il serait l'une des pistes de la Juventus. Voilà, on va parler ça très très rapidement parce que voilà, on peut pas trop commenter parce que c'est assez flou. Non. C'est pas le nom le plus chaud et Milan, effectivement, comme tu le dis. Euh, donc voilà, c'était la Gazzetta italienne. Donc qui dit De Zerbi est libre. Non, pardon, ça c'était l'année dernière. Il était évidemment très très courtisé par l'AC Milan avant que ce club se rabatte sur Paolo Fonseca. Euh, donc les bancs seront libres, voilà. Si RDZ veut retourner en Italie, il le sait. Mais lui, apparemment, sa priorité, c'est à Marseille. Donc on verra. Pour l'instant, ce ne sont que des spéculations. Par rapport à sa communication, Iliane, je sais que tu n'aimes pas forcément le côté un peu démagogue de Roberto De Je Zerbi. pense. Comment? Oui, non, mais complètement, c'est le terme, c'est démagogie, c'est populisme. Mais vas-y, vas-y. Donc après le classique, il disait ceci, on ne peut pas lutter économiquement avec le PSG, l'OM est le club le plus important de France
Et je continue de le dire. Il avait dit aussi pourquoi vous parlez de classique. Quand j'étais jeune, l'OM était au-dessus et le PSG n'existait pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de rivalité car le PSG a un budget bien supérieur. Il est hors catégorie. Il avait aussi donné évidemment le brassard à Rabiot, tout en sachant le contexte du match. Il avait dit aussi du Parc des Princes, l'ambiance, le stade m'a plu, mais de mon point de vue, le Vélodrome, c'est encore autre chose. C'est mon avis. Voilà, c'est quand même un entraîneur qui a certaines, pas prises de position, mais qui a certaines déclarations qui sortent un peu du cadre. Voilà, on avait été habitué à Rudy Garcia avec sa langue de bois. Euh, Franchement, Roberto De Zerbi, c'est pas du tout ça. Et comme tu dis, il va pas hésiter parce que lui, comme il dit, c'est un mec passionné. Et effectivement, des fois, tu peux avoir l'impression d'entendre un supporter parler. Ilian, toi, c'est ça qui t'agace un peu, c'est le fait que il parle comme un mec du virage sud ou du virage nord, quoi. Complètement, et surtout que c'est pas le fait qu'il le fasse qui m'agace, parce qu'on est, enfin, il est comme il est, si tu veux, ça va pas me déranger, c'est un passionné. C'est juste que je trouve que des fois, c'est tourné avec excès, quand il va parler de ses joueurs, parce que ça va pas être les mêmes discours, ce qui sort en presse et ce qu'il va faire, ne serait-ce que comment il les fait jouer sur le terrain. Pense à quand il dit toujours que Mopé est son fils ou que Jonathan Rowe, voilà, il a eu des discours quand même assez étranges et assez excessifs. Et là, typiquement, pour reprendre ce qu'il dit après le Classico, bah, fondamentalement, il a raison. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on parlait pas de classique parce que l'OM était au-dessus. Aujourd'hui, économiquement, c'est injouable pour nous. D'accord, et ça, je l'entends. Mais le problème, c'est que tu fais une conférence de presse 3 4 jours avant où tu nous expliques que tu as conscience que pour l'ensemble des supporters, c'est un match hyper important, que tu as été vexé de ton résultat que tu as proposé au match aller et que cette fois, tu veux montrer un meilleur visage, que tu... En fait, c'est que tu vas toujours dans le sens du supporter, quitte à toi-même te contredire. Et moi, c'est ça qui me pose souci. Parce que moi, je m'attache beaucoup au fond et à la cohérence. Et si ta ligne de conduite, c'est uniquement faire plaisir, être apprécié et être reconnu pour ce que je dis, ça m'intéresse pas. Moi, je reconnais et j'aime un entraîneur à la grandeur de ce qu'il fait. C'est pour ça que là où Igor Tudor était très froid et pas forcément apprécié par les médias, bah, moi, j'adorais l'homme qu'il était. Ah, Igor, putain, et je sais pas s'il y a pas un DLZ où on parle pas d'Igor, hein. Faudra faire ce défi-là, faudra mettre une pièce, Ouais, c'est faudra vrai, je faire pense que tu as raison. faudra faire ah, comment on appelle ça, une cagnotte? À chaque fois, tu mets 1 euro à chaque fois qu'on dit Igor Tudor, comme si c'était un gros mot. Genre, faut pas penser à ses Mais, excès. mais, mais, mais après, juste pour compléter mon propos, après je laisserai Samy, mais c'est un mec qui, voilà, qui est profondément un passionné. Je pense qu'il joue aussi de ça, un peu comme pouvait le faire Guendouzi des fois en conférence de presse. Ça plaît aux gens, tant mieux. Moi, je vais pas le juger là-dessus. C'est juste que me faire réagir à ces différentes phrases quand il dit que Mopé est son fils, etc., ce sera sans moi. Voilà, c'est tout. Moi, je l'aime bien, Samy, je vais te donner la parole après, mais moi, j'aime bien ce côté-là de De Zerbi. On sent que c'est quand même un mec qui dit ce qu'il a sur le cœur, et même au risque de passer pour un lécheur de bottes ou un mec qui met des tapines, bah, il le dit quand même, et moi, je trouve ça sympathique. Après, à commenter, oui, non, c'est vrai que ces déclarations-là ne sont pas passionnantes. D'ailleurs, vous avez bien vu que ça passe un peu inaperçu maintenant, tellement il en a dit. Enfin, voilà, c'est C'est maintenant, ça, il nous submerge. il est Hmm. en mode On Donald dirait Trump. Bayrou. Ah, moi, j'aurais dit Trump, putain, la comparaison n'a rien à voir. Mais oui, c'est clair que. Samy, Non, mais c'est clair que, voilà, moi j'aime bien Samy, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, en réalité, pas grand-chose. Moi, je suis en phase avec ce que vous dites tous les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, Ilian, je te comprends, il est effectivement dans une démarche de flatter les foules, un peu populiste. Mais bon, c'est un peu le jeu de tous les entraîneurs qui arrivent à l'OM parce qu'on te parle souvent de la ferveur, de blablabla et tout. Et donc, tu es obligé de dire que oui, plus grand club de France, 93, blablabla. Donc ça, en vrai, j'ai pas envie d'y accorder énormément d'importance. Mais moi, même si je dis qu'il veut flatter les foules, je ne remets pas en cause sa passion et son attachement, qui pour moi est sincère et honnête. Par contre, moi, ce qui me gêne un peu dans la déclaration après le match contre Paris, c'est le côté on ne peut pas rivaliser. Il y a
il y a deux championnats et nous, notre championnat, c'est le deuxième, celui de la deuxième place. Et le championnat de Paris, Paris a un championnat Ouais. tout seul et nous, on n'est pas dedans. C'est un peu ce qu'il dit. Moi, ça Olas, me dérange. Olas 2019. Moi, ça me dérange dans le sens que je lui en veux pas de penser ça, parce que c'est en plus un petit peu la réalité. Par contre, 2 semaines avant et même plusieurs semaines avant, il avait déjà dit, il a répété il y a quelques jours, il dit, et il a dit aussi à ses joueurs, il dit, moi je suis pas venu pour jouer la deuxième place. Vous l'avez vu passer cette déclaration, il a dit en Exactement. conférence de presse et il a dit à ses joueurs. Donc quand tu dis ça, et c'est pour ça que tout à l'heure, Iliane, tu parlais de contradiction, effectivement, il se contredit. Quand tu dis il y a deux championnats et nous, on est dans le championnat du podium, et que tous les jours, tu dis à tes joueurs, moi, je suis pas venu ici pour jouer la deuxième place, bah forcément, c'est problématique, en fait, parce que nous, supporters, on sait plus où donner de la tête et on sait plus qui croire, le De Zerbi du Parc des Princes ou le De Zerbi du vestiaire et de la commanderie, ou, enfin voilà, on sait plus qui croire dans cette histoire. Donc moi, ça me gêne fortement, ça. Ok. Complètement. Bah écoute, oui, effectivement, il peut y avoir des contradictions. En tout cas, c'est vrai que la communication de De Zerbi est particulière. Je sais pas si Iliane, tu voulais Parce qu'en rajouter quelque fait, chose? je trouve que c'est même contre, pardon, je t'ai coupé, Martin, Pas du je tout, trouve que vas-y. c'est même enfin, c'est contre-productif pour lui. Parce que si tu passes ton temps à dire aux gens, moi, je suis pas venu pour jouer la deuxième place, en gros, je suis venu pour jouer le titre, bah, à la fin de saison, quand tu vas finir deuxième, les gens peuvent te dire, bah, c'est pas une saison réussie parce que toi, tu voulais jouer la première place et t'as fini deuxième. Du coup, est-ce qu'on te félicite ou est-ce qu'on te tape dessus? Alors que normalement, non, on devrait le féliciter parce qu'effectivement, notre ambition, en tout cas cette année, c'est la deuxième place, c'est pas la première. Mais du coup, c'est Ouais. contre-productif. Alors que si tu dis aux gens dès le début et à tes joueurs, on veut la deuxième place, on va aller la chercher, c'est notre championnat, si on finit deuxième, c'est comme si on avait un titre. En gros, hein, bah à la fin de saison, on va te dire bravo, parce que tu nous as dit toute la saison que c'était ton objectif. Là, on est après OM Rennes, 34e journée, tu as gagné, tu es deuxième, bah on te félicite. Mais si quelques semaines avant, tu nous disais, bah non, nous, on veut pas jouer la deuxième place, c'est un peu Mm. contre-productif. Et, et- et surtout que dans le sens de ce populisme, c'est que cette espèce de vent, comment on dit, positif pour le titre, etc., bah, ça a été porté suite à des résultats où tu pouvais ambitionner quelque chose. Et c'était plutôt une réaction plus qu'une idée vraiment qui émergeait dès le début de la saison. C'était à chaque fois qu'on avait des bons résultats et qu'on pouvait se rapprocher de Paris, notamment après la victoire contre Monaco, où tu reviens à 5 points, où tu te dis alors peut-être, parce que tu es dans une bonne dynamique, etc. Mais à aucun moment, c'est l'ambition de base. Et d'ailleurs, la direction, par le biais de Benassia, qui faisait beaucoup d'interviews en début de saison, nous a bien rappelé que, à la limite, tu avais la Coupe de France si tu devais gagner un titre, mais que cette saison, c'était une transition pour ton projet et ton effectif. Que tu étais vraiment dans l'idée de insuffler quelque chose avec ton coach, mais que ton effectif, il se construirait, il s'améliorerait de saison en saison, et que celle-ci, la priorité, c'était d'aller chercher la Ligue des Champions. Donc, comme tu l'as dit, tu te punis toi-même si tu n'atteins pas les soi-disant objectifs que tu te fixes et tu es incohérent par rapport à ce que tu annonces puisque tu vas là où le vent te mène. Enfin, du moins, le vent des supporters te mène. Le débat, les gars, directement. Greenwood est-il voué à être remplaçant jusqu'à la fin de saison? En tout cas, a-t-il perdu sa place de titulaire au profit de Bilal Nadir ou d'un autre joueur, si ça peut être Jonathan Rowe, mais ça m'étonnerait quand même. Bilal Nadir a l'air d'être quand même le choix numéro 1 là-dessus. Greenwood qui était potentiellement gêné, hein, c'est Roberto De Zerbi qui l'a dit après PSG-OM, qu'il avait encore une gêne physique, mais je sais pas qui croire, je ne sais que croire, étant donné qu'on sait très bien que voilà, les récentes performances de Mason Greenwood déçoivent pour son statut. Je vais pas faire trop long, les gars. Avant qu'on on commence à discuter, Iliane, Samy, vous allez me dire soit oui, soit non, si vous pensez tous les deux que Greenwood a perdu sa place de titulaire. Samy, Non, ok. Iliane, non, Non, mais. mais voilà. donc on a la position radicale à ma gauche, et Iliane avec un non, mais. Non, 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 j'ai dit Tu me non, permets de commencer? je vais compléter ma réponse. Toi Ouais, on aussi, est tous c'est les non, deux dans mais. le non mais. Oui, oui, on est tous les deux dans le non, mais Et moi exactement. aussi, je suis dans le non, mais. Donc comment on fait pour faire un Commencez, débat Samy. si on est tous les trois du même avis? On On retrouvera va bien voir si quelque on est pour moi.
Le mais il réside dans l'absence en fait justement de concurrence. C'est-à-dire que si tu avais vraiment une doublure que tu as installée, établie depuis le début de la saison, qui viennent concurrencer Mason Greenwood et lui dire on n'a pas besoin de toi, tu es sur le banc, il n'y a pas de souci, je t'aurais dit oui. Aujourd'hui, et même quand il rentre et il fait une entrée qui est même pas. Enfin, l'entrée contre Lens, c'est une catastrophe, hein. Au parc, j'en parle même pas. Il fait même pas de différence. Mais il n'y a pas de quoi se dire pendant 90 minutes, on se passe de Mason Greenwood. Et ça, c'est parce que bah, un mec comme Jonathan Rowe n'a pas réussi à faire un bon super sub cette saison. C'est parce qu'un mec comme Amin Harit, je sais pas ce qu'il a physiquement, mais tu n'as jamais réussi à le réintégrer parce que tu n'as jamais bien remplacé Valentin Carboni. Et donc, en fait, toutes tes pistes offensives sont grillées. Tu te retrouves avec un Bilal Nadir qui sort d'une blessure de plusieurs mois et du centre de formation pour doubler Mason Greenwood. Ah non, ça ne suffit pas et donc Greenwood ne peut pas être que sur le banc. Samy, on peut pas se passer de Greenwood sur les 8 matchs restants? Bah, tu vois que j'avais dit, on avait dit tous les deux non mais pas pour les mêmes raisons. Et effectivement, moi, c'est pas pour la même raison qu'Iliane, dans le sens où, pour moi, je dis non mais parce que je pense que la balle est encore dans le camp de Greenwood. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il est encore dans le 11, mais s'il continue à la reprise à faire ce qu'il fait contre Lens et contre Paris, hein, je vais pas épiloguer là-dessus, et bah effectivement, petit à petit, on va arriver vers un stade où bah, sur les dernières journées, on n'aura aucun mal à le mettre de côté. Et tout à l'heure, on parlait d'un joueur, en l'occurrence Amine Gouiri. Aujourd'hui, euh, De Zerbi et l'OM sortent renforcés de cette période de turbulence avec Greenwood. Parce que tu as mis de côté Greenwood, et de l'autre côté, tu as quand même gagné Gouiri, qui depuis qu'il est arrivé à l'OM n'arrête pas d'enfiler les buts et les passes décisives. Donc l'apport de Greenwood, je dis pas que Gouiri l'a pris totalement, parce que ça serait ridicule de ma part, et en plus c'est pas vrai, mais Gouiri t'a quand même soulagé dans le fait de perdre un petit peu Greenwood. C'est-à-dire que si tu perdais Greenwood, comme on est un peu en train de le perdre actuellement, et que de l'autre côté, tu avais toujours Mopé et Wai qui n'arrivent jamais à faire mieux que l'autre, ça serait quand même compliqué. Aujourd'hui, tu as Gouiri qui t'a montré qu'il est capable de prendre certaines responsabilités sur le dos, une production offensive sur le dos, et je le répète, pas au niveau de celle de Greenwood sur le début de saison, mais une production qui, sur 8 matchs, te permette de dire, ah, c'est quand même un joueur qui va aller me mettre quelques buts et quelques buts décisifs. Donc je trouve que on en sort grandi pour ça. Et une deuxième raison, c'est avant Lens, quand De Zerbi met Greenwood sur le banc, l'impression générale, c'est de se dire il est fou. Après l'entrée en jeu de Greenwood contre Lens, l'impression générale, c'est de se dire il est fou, mais pas tant que ça. Une semaine après, on remet Greenwood sur le banc, on se dit ah, il est peut-être un petit peu fou finalement. Quand on voit l'entrée de Greenwood contre Paris, on se dit que définitivement De Zerbi n'est pas fou. Donc là-dessus, l'attitude de Zerbi a gagné dans le sens où bah, aujourd'hui, la mise sur le banc de Greenwood, elle est pertinente, elle est juste, elle est justifiée par Greenwood, pas par De Zerbi. C'est Greenwood qui la justifie par ses entrées en jeu catastrophiques. Et aujourd'hui, la balle est dans son camp. C'est-à-dire que s'il veut réintégrer le 11, et ben, la porte, elle est ouverte. Et la porte, elle est aussi ouverte surtout parce que tu n'as pas vraiment de remplaçant. Nadir, c'est un remplaçant de circonstance. Tu ne mets pas Nadir à la place de Greenwood parce que tu trouves que Nadir fait mieux ou fait autant que Greenwood. Tu le mets parce que tu On n'as est personne d'accord. d'autre à ce poste-là. Tu le mets parce que Harit est en délicatesse physiquement. Tu le mets parce que Rowe, c'est pas vraiment son poste et en plus, tu l'as perdu. Donc, c'est vraiment de la circonstance. Donc, si demain, Greenwood, il arrive et il se réimplique totalement, clairement, tu vas pas lui dire non et tu vas pas continuer à le mettre sur le banc, ça c'est sûr. C'est pour ça que je dis la balle, elle est dans son camp. Mais indéniablement, aujourd'hui, De Zerbi, il en ressort grandi et renforcé parce qu'il a mis de côté un joueur important, mais qui a montré pourquoi il avait été mis de côté. Et je trouve que c'est quand même courageux de sa part. Et je trouve que c'est bien que bah, Greenwood n'ait pas contredit son choix. En tout cas, on est mieux défensivement quand c'est Nadir qui est sur le terrain. Oui, après, il y a toujours le débat, t'es mieux défensivement, mais offensivement, t'es un peu moins bien. C'est vrai. Euh, mais ce qui n'est pas totalement vrai aussi, mais qui n'est Mm. pas totalement faux. C'est pour ça que je dis honnêtement, il reste 8 matchs. Moi, je trouve quand même un peu, sur le principe, c'est pas un joueur dont je suis fan, mais sur le principe, je trouve quand même un peu gênant le fait de dire un joueur qui a mis 15 buts, c'est bon, on va s'en passer totalement, on n'en a pas besoin, on en a pas besoin pour la fin de saison. Faut pas oublier quand même que c'est 15 buts, il y a 5 pénaltys effectivement, mais faut aussi les mettre.
Donc moi, je dis la meilleure des choses, c'est que il y a la trêve, on se vide un peu la tête, il revient avec de meilleures intentions sur la fin de saison. Mais je trouve que c'est une bonne chose que cette mini zone de turbulence soit arrivée, parce qu'on a compris qu'on n'était plus totalement Greenwood, même on l'a jamais été, hein. On n'a pas besoin de Greenwood pour mettre des buts, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a Gouiri. Il reste que 8 matchs, donc si tu t'en passes un petit peu sur quelques matchs ou quelques minutes, c'est pas le scandale du siècle. C'est pas comme si tu l'avais perdu dès le début de saison. Il t'a quand même beaucoup aidé sur plus de la moitié de la saison. Donc voilà, on va finir la saison. Et puis moi, comme je l'ai dit dans les précédents DLZ, je pense qu'indéniablement, il va partir à la fin de la saison. Et je pense que tout le monde sera content de Zerbi, la direction et Greenwood. Donc je pense que ça va se faire Et les assez facilement. supporters aussi. Par contre, Oui, les supporters, mais après ça, à la limite, c'est pas important. Mm. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est quand je vois De Zerbi en conférence de presse, qu'on l'interroge sur Greenwood. Vraiment, je vous invite les gars à aller voir. Ça se voit qu'il est déjà fatigué de devoir bricoler toute la saison pour un joueur. Il est fatigué de devoir trouver un système qui va mettre Greenwood dans les meilleures dispositions pour ne pas défendre. Il est fatigué de devoir à chaque fois le pousser, lui dire tu dois faire plus. Vraiment, ça transpire sur son visage et je le vois, il est déjà résigné, il n'a pas envie de passer 3 ans parce qu'il est là pour 3 ans, donc les 2 ans qui restent à faire ça. Mm. Donc je pense que déjà, si tu fais partir Greenwood, De Zerbi, moi je pense qu'il sera soulagé. Alors effectivement, après, il faudra le remplacer, hein, mais je le lis mais surtout dans le visage de Zerbi qu'il est fatigué. par rapport à la zone de turbulence que tu as relevé, et je pense quand même que oui, il finira pas en boulet de canon, mais il réintégrera le 11 de base et qu'il replantera d'ici la fin de saison. Euh, je trouve quand même que sur cette saison, alors tu as eu des blessures, tu as eu des transferts, mais offensivement, on n'a jamais fait aussi fort en termes de dilapidation de ton effectif en matière offensive. En fait, j'ai jamais vu une attaque de l'OM autant déconstruite, alors qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'espoir après le mercato d'été. Que un mec comme Rowe soit devenu aussi insignifiant, que tu n'aies pas retrouvé Harit. Bon, Wai, voilà, c'est un grosse circonstance, tu l'as bien remplacé. Mais Moi, même Mopé, je veux te poser une question parce que tu parles de Rowe et je suis d'accord avec toi. Rowe, à un moment de la saison où il faisait des bonnes entrées, t'as pas su lui tendre la main pour le garder dedans et faire en sorte que lui intègre le 11 de manière définitive. Peut-être, enfin très probablement que lui aussi de son côté, il n'a pas aussi fait les choses à l'entraînement pour. Mais maintenant, je te pose même une question. En début de saison, tu as Greenwood qui enfile les buts, qui réussit bien son début de saison. C'est l'homme fort de ton début de saison. Qu'est-ce que tu fais? Tu as plus de certitude sur ce Greenwood-là que sur Rowe que tu vois sur 10-20 minutes de jeu à la fin d'un match. Donc c'est aussi un peu normal que tu donnes tout à ce moment-là à Greenwood parce que c'est le joueur sur lequel tu as c'est le pas de plus de sens. certitude. C'est quand même compliqué 6 mois après de venir et de dire, enfin c'est trop facile je trouve, de venir et de dire bah on n'a pas donné les clés à tout le monde. En début de saison, moi si tu me poses la question, Non, tu les donnes les clés, je les donne à Greenwood. Finalement aujourd'hui c'est plus dans le sens, c'est plus dans le sens de dire que je regrette qu'on se soit aussi peu amusé offensivement. C'est-à-dire que tu avais vraiment matière à faire, et ne serait-ce qu'encore une fois que dans le contenu, hein. Et il y a beaucoup trop de matchs où en fait, tu as, quand même un effectif qui est purement qualitatif par rapport aux autres saisons. Moi, je pense pas que tu manques de joueurs. Va falloir changer de système. Va falloir. Il y a des choses à changer cet été. Il y a encore du bricolage. Et ça, c'est embêtant que tu doives même peut-être repartir de zéro à partir de ton dispositif. Mais je trouve quand même qu'on avait beaucoup d'espoir. Et moi, sur cette saison, offensivement, je suis frustré. Mm. Frustré de la façon. Parce que j'imaginais, moi, j'y croyais, l'idée de je veux un Wai à 20 buts et un Greenwood à 15. Je voyais vraiment un OM s'éclater offensivement. Et je trouve qu'on rame vraiment. Et ça, c'est parce que, bah, après, tu l'as très bien dit, il fallait privilégier Greenwood au bon moment. Mais à la fin, en fin de compte, tu arrives en mars. Et là, sur les 3 derniers matchs, par exemple, tu n'avais personne devant sur qui compter, à part ton neuf que tu as recruté au mois de janvier. C'est dingue quand même quand tu y penses. Par rapport aux moyens que tu as mis. Mumbagna arrive. Oui, oui, en plus, on l'a oublié, Mbagna qui va quand même arriver à la reprise. Mais en fait, je comprends ton discours, je l'entends et je suis même d'accord. Mais je trouve qu'en fait, on n'aurait pas pu faire mieux. Parce qu'en début de saison, t'as que Greenwood voilà, il est en mode rouleau compresseur. Voilà, c'est le Greenwood du début de saison.
Mais t'as Mopé et Wai qui se cherchent encore, et même Wai qui est catastrophique. T'as Rabiot qui a besoin de se retaper physiquement. T'as Harit qui, bon, c'est pas ce que je pense, hein, mais Harit il est mi-figue, mi-raisin. Même si moi je pense le contraire, je pense qu'il est très bon. Mais allez, on va dire qu'il est mi-figue, mi-raisin pour contenter tout le monde. T'as Rowe qui est intermittent. Donc à ce moment-là, t'as pas de deuxième homme fort ou même deux, Ben trois, ouais. quatre forts Mm. qui sortent du lot pour dire je vais dispatcher les responsabilités. À ce moment-là, la seule chose que tu as à faire, c'est de dire je vais faire all-in sur Greenwood. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais je dis juste qu'à ce moment-là, c'est la seule issue que tu avais. Et c'est ce qui t'a permis aussi d'être à la trêve deuxième avec un matelas. Donc c'est pour ça que je dis que finalement, je lui en veux pas tellement à De Zerbi d'avoir fait ça, parce qu'il avait pas trop le choix. Aujourd'hui, par contre, si on pose le débat pour le sprint final, bah si contre Reims ou Toulouse, Greenwood, on le revoit sur les mêmes dispositions. Là, il faudra peut-être repenser ton attaque. Il faudra peut-être penser à donner plus de clés à Gouiri, peut-être combiner Gouiri-Mopé, réintégrer peut-être Harit qui va peut-être revenir de blessure, voir ce que tu peux faire avec Gros. Mais ça, je le dis, c'est encore le dernier recours. Moi, mon premier recours, c'est de dire je vais remettre dans le circuit Greenwood. Hmm. Parce que c'est plus facile, ça va plus vite. Je vois. En tout cas, les gars, c'était très intéressant. Moi, je vous ai écouté. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Donc, voilà. Non, mais. Et ce sont deux positions qui s'entendent. J'avais même envie de rajouter. Ça n'a aucun rapport avec Greenwood, mais je sais plus si il y a quelqu'un de présent dans cette émission qui soutenait qu'on pouvait faire la deuxième partie de saison sans recruter de neuf, si Wai partait. Je crois que j'en faisais partie et aujourd'hui, si je m'entends dire ça, je pense que je dis que je suis fou. Parce que heureusement que Gouiri est Bah, là, en vrai. imagine-toi, t'as Greenwood qui te lâche, qui est un peu de son côté. Et t'as pas Gouiri, ou même un autre, hein, c'est pas pour faire une fixette sur Gouiri, hein. T'as Robinho Vaz et Mopé devant, C'est c'est dur, catastrophique. hein. Ouais, c'est C'est vrai dur. que là, c'est compliqué. Bon, bah, les gars, merci, hein. Ce DLZ est déjà, je pense, à 55 minutes. J'espère que vous avez tous kiffé. En tout cas, Ilian, Samy et moi avons pris du plaisir, comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner à tous les médias de Massilia Zone, tous les réseaux de Massilia Zone, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Évidemment, lâche le like si ça t'a plu. Nous, on vous dit à bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau DLZ. C'était le 7e épisode. N'hésite pas à écouter, à regarder les autres vidéos. Et les gars, bah bonne nuit, hein. Je pense que là, c'est l'heure d'aller se coucher. Allez l'OM et merci à vous. Ciao. Ciao.